Et ce soir, avec vous, je voudrais choisir un angle particulier qui est le débat autour du grand remplacement. Le débat autour du grand remplacement, est-ce qu'il existe? Comment il s'explique? Comment en sortir? Et pourquoi cela? Parce qu'on entend régulièrement dire dans les médias que, je cite, le grand remplacement de population serait un fantasme d'extrême droite, un fantasme complotiste. Et donc, je vais vous montrer qu'il n'en est rien et que c'est un fait. Le changement de population est un fait, le changement de civilisation est un fait. Ce fait est voulu, sinon il n'aurait pas lieu. Et pour en sortir, il faudra penser des changements profonds et radicaux. Alors, avant d'entrer dans ce que j'ai appelé la preuve par 9 du grand remplacement, un petit commentaire. Quand on vous dit d'une affirmation dans les grands médias dominants que c'est un fantasme, il faut traduire. Un fantasme, ça veut dire une vérité politiquement incorrecte qu'il faut taire. Par exemple, en septembre 2015, tous les médias avaient expliqué que le fait qu'il puisse y avoir des terroristes parmi ce qu'on appelle les migrants, mais moi je mets toujours des guillemets aux migrants parce que ce sont en fait des clandestins, en fait des envahisseurs, quand on a dit qu'il pourrait y avoir des terroristes parmi les migrants, tous les médias nous ont dit c'est un fantasme complotiste, un fantasme d'extrême droite. Manque de chance, parmi les terroristes du Bataclan, il y a des gens qui étaient rentrés en Grèce depuis la frontière turque. Alors d'ailleurs, les médias ont été très à l'aise après. France Inter a purement et simplement refait un article en changeant le titre et en changeant le contenu. Démarche typiquement totalitaire, typiquement orwellienne. Et donc, qu'est-ce qu'un fantasme? Qu'est-ce qu'un fantasme complotiste? C'est généralement la réalité qu'on veut cacher. C'est précisément le cas du grand remplacement. Je citerai aussi cette phrase de Péguy qui explique assez largement la démarche de Renaud Camus, l'homme qui a inventé le concept de grand remplacement. Et cette phrase de Péguy, la voici. Il faut toujours dire ce que l'on voit et surtout, il faut toujours, et c'est ce qui est le plus difficile, voir ce que l'on voit. Et très souvent, c'est vrai, on n'ose pas voir la vérité ou la réalité en face. Alors, Renaud Camus, quand il défend la thèse du grand remplacement, dit « Je ne vais pas vous parler de statistiques, je vais vous dire, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. » Par parenthèse, dans sa longue histoire, le Front National n'a pas eu d'affiche censurée. Sauf une. Une affiche qui date de 1990 ou 1991, qui s'intitulait « Immigration, ouvrez les yeux ». Cette affiche-là a été censurée, avec un motif tout à fait fallacieux. Je ne rentre pas dans les détails, mais elle a été censurée. Immigration, ouvrez les yeux. Alors, moi, je vais là, je vous laisse ouvrir les yeux, mais je vais, au fond, apporter un certain nombre d'arguments statistiques, technocratiques, factuels sur le grand remplacement. Alors, on va d'abord parler de sécurité.
Ma thèse est très simple. Il n'y a pas de problème d'insécurité en France. Il y a un problème d'immigration en France. Et ma thèse est très simple, elle est très facile à démontrer. Dans l'insécurité, il y a différentes formes. Il y a les bandes criminelles, il y a la délinquance quotidienne, il y a différentes formes. Sur les bandes criminelles, la direction de la police judiciaire, dans une étude qu'elle a publiée, a distingué 35 bandes criminelles, avec des spécialités, le trafic de drogue, le trafic de jeux, le ferraillage, c'est-à-dire le vol des métaux, le trafic d'êtres humains, enfin bref, chacun son métier en quelque sorte. Et dans ces 35 bandes, 32 sont étrangères ou d'origine étrangère. Il n'y a, pour sauver l'honneur, et là je ne félicite pas les Alsaciens, que 3 bandes françaises qui sauvent l'honneur, une bande marseillaise et 2 bandes corses. Alors ça, c'est le premier élément. Mais il y a un autre volet qui permet de voir que le grand remplacement a déjà eu lieu. C'est dans les prisons. Dans les prisons, il y a 40 ans, 50 ans, il y avait des Français de souche. Il y en a encore un peu aujourd'hui. Mais ils ont été très largement remplacés, puisque les 2 tiers des détenus, les 2 tiers des délinquants emprisonnés sont étrangers ou issus de l'immigration. Et les musulmans, à eux seuls, de nationalité étrangère ou binationaux franco-étrangers, représentent plus de 50% des détenus, selon un rapport parlementaire, qui n'a pas du tout été contesté. Et donc, si vous cumulez les musulmans, par définition d'origine étrangère, que vous ajoutez les étrangers et les binationaux, les étrangers non musulmans, et les binationaux non musulmans, vous arrivez aux 2 tiers de la population pénale. Donc, je dis, le grand remplacement a déjà eu lieu dans les prisons. Comme il a lieu dans les maternités, mais j'y viendrai en conclusion. Le grand remplacement, il a lieu aussi à l'école. À l'école, dans les années 80, donc il y a quand même déjà 30 ans maintenant, le gouvernement socialiste de l'époque a créé les zones d'éducation prioritaire, c'est-à-dire les zones où on mettait davantage de moyens. Et l'un des critères essentiels pour créer ces zones d'éducation prioritaire, c'était le pourcentage de population d'origine immigrée. En 1981, il y avait 363 ZEP qui scolarisaient 8% des élèves des écoles primaires et 10% des élèves des collèges. En 2001, donc 20 ans plus tard, 784 ZEP, 15% des élèves scolarisés en école primaire, 18% des collégiens. Et en 2014, comme tout ça ne suffisait pas, on a créé des super ZEP. Et donc, ce qui montre bien l'amplification des problèmes d'immigration dans l'éducation nationale. On le voit aussi dans les rapports PISA. Les rapports PISA, c'est des rapports de l'OCDE qui évoluent l'évolution du niveau des élèves en lettres, en mathématiques, en sciences, pour tous les pays de l'OCDE. La France recule à chaque exercice. La France recule et elle recule beaucoup plus dans les régions les plus touchées par l'immigration que dans les régions les moins touchées par l'immigration.
Il y a d'ailleurs, dans les statistiques PISA, la reconnaissance que les populations issues de l'immigration réussissent moins bien pour des raisons sur lesquelles on peut épiloguer, on peut trouver différentes formes de raisons, mais c'est un impact incontestable sur l'éducation nationale. Il y a une rectrice d'ailleurs d'Orléans qui avait déclaré officiellement cela en 2011, ça avait fait un scandale absolu, elle ne faisait que révéler les faits. En tout cas, si on s'en tient simplement au phénomène des ZEP, qui sont étroitement corrélés à la présence d'enfants immigrés dans les écoles ou les collèges, eh bien, on voit très bien qu'il y a un grand remplacement progressif. Un grand remplacement progressif qui suit le grand remplacement dans le logement. Alors, dans la rhétorique de M. Valls, ça donne l'apartheid. Alors, déjà, ça veut dire quoi l'apartheid? Bon, c'est un contresens, mais ça veut dire que dans des endroits, dans des cités, HLM par exemple, où il n'y avait que des Français de souche il y a 40 ou 50 ans, il n'y a plus aujourd'hui que des immigrés, des étrangers ou des immigrés à la première, deuxième ou troisième génération. Là aussi, c'est une opération de grand remplacement qui s'est fait avec deux raisons principales. Le fait que les mécanismes de répartition, d'attribution des HLM ont bénéficié de facto prioritairement aux populations issues de l'immigration, parce qu'elles avaient souvent des revenus plus faibles et des familles plus nombreuses. Donc deux critères qui ont fait qu'elles ont été de plus en plus nombreuses dans les quartiers HLM. Et ensuite, un effet d'éviction, de départ volontaire des Français de souche qui y restaient et qui souhaitaient habiter ailleurs. Il ne s'agit pas de juger si c'est bien ou si c'est mal. Généralement, les gens qui vous disent que c'est très mal, ce sont précisément ceux qui habitent dans des quartiers qui ne sont pas concernés par ces problèmes. J'ai eu la chance, parce que c'est très rare, de débattre avec une immigrationniste il y a une dizaine de jours, Madame Vicole de Vinden, qui est une immigrationniste, qui écrit dans Le Monde, qui publie à Sciences Po, etc. Dans la radio russe Sputnik. Et donc on a débattu, elle étant immigrationniste, moi un peu moins. Mais évidemment, elle a les moyens d'être immigrationniste, cette dame. Elle travaille dans le 6e arrondissement de Paris et habite rue du Ken dans le 7e arrondissement. Donc c'est sûr que là, l'immigration est tout à fait supportable. Mais dans les quartiers où il y a beaucoup d'immigration, eh bien, il y en a de plus en plus parce que les autres partent. Et c'est simplement un constat. En tout cas, le constat qu'on peut faire, c'est que le grand remplacement, il a eu lieu dans des quartiers bien définis. On le sait à Strasbourg d'ailleurs, où les deux extrémités du tram desservent des quartiers à très forte présence immigrée. Là aussi, il y a eu substitution de population. Ce qui est assez curieux, c'est que ceux dans les milieux de gauche qui nient le grand remplacement le reconnaissent sur le plan électoral, puisque le cercle d'études Terra Nova, proche du Parti socialiste, a conceptualisé l'électorat futur du Parti socialiste en le fondant sur les élites urbanisées et riches, l'alliance des élites urbanisées et riches et des minorités sexuelles éventuellement, et des minorités émigrées. Et c'est une démarche qui a été appliquée
de manière d'ailleurs assez scientifique, lors de l'élection de François Hollande, où les socialistes allaient démarcher très particulièrement certains quartiers à forte immigration pour pousser les gens qui y habitaient à voter pour eux, ce qui a fonctionné, puisque François Hollande a été élu grâce au vote de la minorité musulmane. Sans l'avance électorale que lui a apportée la minorité musulmane, c'est Nicolas Sarkozy qui aurait été élu. Donc il y a eu, d'un certain point de vue, un grand remplacement électoral, évidemment encore partiel, mais en toute hypothèse, c'est un calcul auquel les élus procèdent. C'est aussi pour cela que beaucoup de maires construisent des mosquées parce qu'ils pensent acheter, en échange de la construction d'une mosquée, voire de son financement, ils pensent acheter des voix. C'est aussi une forme de grand remplacement électoral. Si on continue l'énumération, il y a un domaine où le grand remplacement est très important, c'est les assiettes. C'est les assiettes, où la nourriture halal s'est considérablement renforcée, notamment par l'intermédiaire de tout ce qui est collectif, qu'il s'agisse de plats préparés, vendus dans les grandes surfaces, ou qu'il s'agisse des plats distribués dans les cantines ou restaurants d'entreprises ou de collectivités. Et aujourd'hui, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que 50% des animaux de boucherie en France sont abattus de manière halal. Alors qu'objectivement, à part les prisons, les musulmans ne représentent quand même pas 50% de la population. Eh bien, 50% des animaux sont abattus de manière halal, contrairement aux règles qui devraient s'appliquer à la fois pour des raisons de protection de l'animal, de diminution de la souffrance de l'animal, et pour des raisons sanitaires. Eh bien, aujourd'hui, 50% de la viande, et je vous invite à vérifier, à regarder. Il y a eu récemment un scandale, plusieurs scandales dans des petits abattoirs, qui pourtant étaient des petits abattoirs locaux, diffusant des produits locaux et bio. Mais comme on leur avait imposé le mode d'abattage halal, eh bien évidemment, il y a des horreurs qui se passent, puisqu'il y a des animaux qui mettent un quart d'heure à agoniser, alors qu'avec le mode d'abattage réglementaire, ils sont étourdis instantanément avant d'être saignés. Voilà. Alors, vous voyez que dans tous les domaines, et je dois en manquer, il y a grand remplacement. Mais le grand remplacement le plus fort, il est dans les maternités. Il est dans les maternités. Et on le sait de manière précise, parce que un certain nombre de populations issues d'Afrique, du Maghreb, d'Amérique du Sud, des Antilles, du Moyen-Orient, des Indes, sont susceptibles de naître avec une maladie génétique qui s'appelle la drépanocytose. Et donc, depuis les années 90, on dépiste dans les maternités la drépanocytose. Depuis 2001, on la dépiste dans toutes les régions de France. On dispose donc d'une statistique globale par région et on dispose de l'évolution année après année. En 2001, 21% des enfants
étaient dépistés. En 2014, 37% des enfants étaient dépistés. Et quand je dis 37% des enfants qui étaient dépistés, c'est sur l'ensemble du territoire français. Dans certaines régions, le chiffre est plus élevé. 50% des enfants sont dépistés en Provence, Alpes-Côte d'Azur et en Rhône-Alpes. Et en région Île-de-France, c'est 66% des enfants qui sont dépistés. Et donc vous voyez qu'en région Île-de-France, le grand remplacement est extraordinairement avancé. Alors, l'Alsace, vous n'êtes qu'à 35%. Vous n'êtes qu'à 35%, un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Parce qu'il y a plus de Turcs. Les Turcs sont dépistés aussi. Oh. Mais les Turcs sont dépistés aussi. Les Turcs sont dépistés aussi. Alors, on a là un grand remplacement démographique. Mais le grand remplacement démographique amène le grand remplacement civilisationnel. J'ai utilisé une formule à Béziers lors de la table ronde sur l'immigration, formule qui a été jugée nauséabonde dans certains milieux politiquement corrects. Ça veut dire que ce n'était pas correct, bien sûr. Pourtant, elle est tout à fait simple, cette formule. Là voici, on trouve, de même qu'on trouve des pommes sous les pommiers, les Africains africanisent et les musulmans islamisent. Voilà, c'est un fait. Alors, on le voit d'ailleurs de manière très concrète avec le développement du port du voile. Le port du voile, ça n'existait pas en France en 1989. C'est apparu en 1989 avec deux collégiennes de Creil, qui se sont battues pour... Et ça a été à l'époque un scandale. Aujourd'hui, vous voyez quelle est la situation. Petite anecdote sur Creil d'ailleurs. Le proviseur de Creil, Ernest Chénière, a été élu 4 ans député RPR à l'époque, avant d'être lâché par son parti, alors qu'il avait livré un véritable combat en essayant de s'opposer à l'implantation du voile islamique en France. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, il y a aussi d'autres vêtements, d'autres formes d'affirmation identitaire musulmane qui se multiplient. Il y a aussi la multiplication des mosquées. Le ministère de l'Intérieur en dénombre officiellement 2600, mais ce n'est pas tout, puisque on a vu qu'en Corse, une mosquée qui a eu des problèmes, ou dont on a dit qu'elle a eu des problèmes, n'était absolument pas répertoriée comme mosquée. Et là aussi, on voit un phénomène de grand remplacement, puisque l'an dernier, lors d'une réunion ministérielle officielle, le président du CFCM, le Conseil français du culte musulman, à l'époque M. Boubaker, avait proposé comme solution au manque de mosquées ou au soi-disant manque de mosquées la conversion, si j'ose dire, ou la transformation d'églises en mosquées, ce qui est aussi évidemment un élément du grand remplacement. Alors, je crois qu'on ne peut pas nier les faits. Et toute la situation actuelle, pas seulement dans ce domaine, c'est qu'il y a une chape de plomb médiatique qui interdit que les faits soient décrits, qui interdit que les faits soient analysés et qui fait régner la terreur, en particulier sur les hommes politiques qui considèrent que pour s'exprimer, il faut passer dans les médias, que pour gagner des points par rapport à leurs concurrents, généralement de la même formation politique, il faut passer dans les médias, et que pour passer les médias,
le plus simple quand même, c'est de respecter la doxa médiatique et de ne pas utiliser les mots qui fâchent, les mots qui décrivent la situation. Mais personnellement, je ne pense pas qu'on puisse régler des problèmes si on ne les diagnostique pas, si on ne les voit pas. C'est comme si vous alliez voir un médecin avec une maladie grave et qui vous traite avec des placebos pour un rhume. C'est sûr que ce sera sympa, mais ça a peu de chances d'être efficace. Alors, si on persiste dans cette analyse du grand remplacement ou de l'immigration de masse, comment s'explique-t-il? Comment s'explique ce phénomène? Alors, il y a la thèse, effectivement, mais c'est complotiste. Complotiste, ça veut dire quoi, complotiste? Alors moi, je vous invite à réfléchir à la question suivante. Nous avons en France des campagnes électorales permanentes ou quasi permanentes. Au cours de ces campagnes électorales, les partis politiques qui rassemblent plus de voix, pratiquement toujours, sont pour la limitation de l'immigration, ou on fait campagne pour la limitation de l'immigration. C'est vrai du Front National, mais c'est vrai aussi du RPR, devenu UMP, devenu les Républicains. Rappelez-vous Sarkozy en 2006, parlant du Karcher. Bon, le RPR, à l'époque Juppé, en 1990, 1991, avant donc les élections de 1993, faisait campagne pour l'immigration zéro. Donc, sur les 30 dernières années, les partis qui voulaient arrêter l'immigration ont toujours eu la majorité des électeurs. Et pourtant, l'immigration, c'est pareil. Les ministres de l'Intérieur successifs ont toujours tenu des discours, parfois Michel Michou, mais toujours avec un affichage restrictif. Or, la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement l'inverse, puisque dans les années 80-90, il rentrait de l'ordre de 50 000 à 100 000 personnes. Dans les années 90 à 2000, de 100 à 150 000 personnes. Dans les années 2000 à 2010, 2012, 250 à 200 000 personnes. Et maintenant, beaucoup plus de 200 000 si on veut bien prendre en compte les clandestins et pas simplement se contenter des chiffres officiels. Donc, vous voyez très bien, quand on nous dit dire qu'il y a un grand remplacement, c'est complotiste, bah, il faudrait quand même qu'on nous explique comment, alors que démocratiquement, le peuple ne s'est jamais prononcé pour la poursuite de l'immigration, l'augmentation de l'immigration, pourquoi, alors que le peuple ne s'est jamais prononcé pour cela, il y a toujours plus d'immigrés qui rentrent et dont beaucoup ne s'assimilent pas et ne cherchent pas à s'assimiler. Eh bien pourquoi? Ben, ça veut dire que le système est dirigé. Alors, je ne vais pas vous dire il y a un homme qui veut ça. Ben, je ne sais pas, il y a un chef d'orchestre unique qui veut ça. Non, sûrement pas. Mais il y a des forces puissantes, antidémocratiques, qui veulent imposer cela. Alors, on peut essayer d'avoir une analyse un peu globale. Le monde actuel, et notamment dans la volonté permanente d'ouverture des frontières, pas seulement aux hommes, mais aussi aux marchandises et aux capitaux, est dirigé par ce que
grand essayiste américain Huntington appelle la superclasse mondiale. C'est-à-dire quelques millions d'hommes et de femmes qui régissent globalement le système mondial, et on trouve là principalement les gens les plus riches, les dirigeants des multinationales, les dirigeants des banques. Et tout ceci sont dans une logique d'abolition des frontières, pour deux raisons d'ailleurs, pour une raison d'ailleurs simple, indépendamment de l'idéologie que certains peuvent avoir, qui est tout simplement que ça correspond à leurs intérêts. Puisqu'ouvrir les frontières présente deux avantages. Ouvrir les frontières aux hommes, là je laisse de côté les marchandises et les capitaux, présente deux avantages. Ouvrir les frontières aux hommes et amener des migrants toujours plus nombreux dans les pays développés, tire les salaires à la baisse, puisque ça amène une main-d'œuvre abondante, et que quand la main-d'œuvre est abondante, quand un bien est abondant, son prix baisse. Et donc, ça tire les salaires à la baisse, et par conséquent, ça augmente la possibilité de réaliser des profits. Le deuxième avantage, c'est que ça permet l'extension du système et l'extension du marché, puisque un Africain ou un Maghrébin venu en France consommera davantage que l'Africain ou le Maghrébin resté au pays. Et donc il y a un double intérêt, à la fois en termes de consommateurs et en termes de salaire. Il y a un double intérêt à ce que les migrations se développent. Alors vous allez me dire, mais comment font-ils? Ils ont un moyen considérable d'influencer l'opinion, qui est tout simplement la direction des principaux médias dans tous les pays du monde. Et donc les médias injectent en permanence une propagande en faveur des migrations. Les grands médias français sont dirigés par les grands dirigeants du luxe, les grands dirigeants des grandes surfaces commerciales, et donc ils ont un intérêt à cela, et donc ils développent cette idéologie. Je donnerais juste, ils sont aussi aidés, cette superclasse mondiale, par les organisations humanitaires qu'ils financent, ou qu'ils font financer humanitaire ou dites humanitaire. Et dans l'affaire qu'on appelle l'affaire des migrants, pourquoi c'est possible? Pourquoi l'Allemagne, notre voisin, c'est dans cette direction? Non. Là-bas? Derrière. Bon. J'aurais dû regarder la boussole. Pourquoi vos voisins acceptent 1 500 000, 2 millions de ce qu'on appelle des migrants? Parce qu'ils sont ahuris par les médias, et ahuris par des médias qui ne leur disent pas la vérité. En Allemagne, sur la population des hommes de 20 à 35 ans, ce qui est rentré au cours des 15 derniers mois, c'est 20% de la population. Tiens, encore un exemple de grand remplacement. C'est-à-dire qu'en Allemagne, sur les hommes de 20 à 35 ans, 20% de la population est venue d'ailleurs. Mais ce n'est pas ceux qu'on montre sur les images. Ce qu'on montre sur les images, dans les médias, dans les journaux, ce n'est pas du tout des hommes jeunes qui auraient le profil un petit peu d'envahisseurs. Non. Ce qu'on montre sur les images, c'est généralement une petite famille, avec la maman qui tient le petit garçon à la main, et le papa qui porte l'autre petit garçon ou la petite fille qui lui-même porte un nounours. Alors là, chapeau.
Parce que si vous arrivez à faire 500 km à pied avec un gosse sur l'épaule sans qu'il perde le nounours, moi je dis respect. Respect. Mais le nounours, quand on voit le nounours, on se dit le nounours il a beaucoup souffert. Et donc il faut accepter la petite famille. Tout ça sont des images. Alors, il y a sûrement des familles, bien sûr, mais en très petit nombre. Et ce qu'on montre, ce n'est pas la réalité. On montre cela pour apitoyer. Et pour une petite famille qui arrive, qui peut-être a fui la guerre, eh bien, il y a 10 jeunes hommes qui n'ont pas fui la guerre, mais qui viennent là parce qu'ils pensent qu'ils vivront mieux ici, et qui arrivent souvent en conquérant, avec des exigences en termes de confort, des exigences en termes de logement, et des exigences envers les femmes. D'ailleurs, ça se comprend. Ils viennent de civilisations où le rapport entre l'homme et la femme n'est pas du tout le même que celui que nous avons en Europe depuis quand même un certain nombre de siècles, voire de millénaires. Et donc, ils arrivent, ceux qui arrivent en conquérant, mais ce qu'on nous montre, c'est tout à fait autre chose. Il y a eu des scènes absolument extraordinaires. Il y a un moment où ils franchissent un fleuve en crue. Et alors, on voit les gens qui traversent le fleuve en crue. Alors déjà, ils ont quand même de l'eau à mi-mollet, donc ça ne présente aucun risque. Bon, pour que ça commence à devenir sérieux, il faut avoir de l'eau au-dessus du genou. Bon, je ferme la parenthèse technique. Mais surtout, vous voyez, 10 caméras, appareils photo, donc la scène est complètement composée. Moi, j'ai étudié sur l'émission Immédiat de TV Liberté, je vous recommande. J'ai étudié assez régulièrement les photos. Les photos sont composées pour susciter l'émotion, la compassion et vous faire accepter. C'est Raspail, hein, c'est le camp des saints, c'est Bigozère. Voilà. Et donc, voilà comment on impose. Comment la superclasse mondiale, alors j'ai cité quelques millions d'hommes, c'est la thèse de Huntington, Roscoff qui a fait un livre sur la caste, lui parle de quelques milliers d'hommes, il est un peu plus restrictif, mais la logique est la même, sont dans cette logique de disparition des frontières. C'est d'ailleurs ceux qui financent aussi ce qu'on appelle les no borders. Les gauchistes de Calais, ils sont financés. Ils sont financés, c'est leur métier. Leur job, c'est d'animer les migrants, les envahisseurs, pour leur faire un certain nombre de choses. Et ils sont payés par la fondation de Soros et même par l'Union européenne. Voilà. Alors, ça, c'est la cause, je dirais, majeure. S'applique ensuite là-dessus une idéologie, qui est l'idéologie des droits de l'homme, qui est une idéologie individualiste, qui ne s'intéresse qu'aux droits des individus et pas aux droits des peuples. Et donc qui considère que tout individu entré sur le territoire européen, entré même illégalement, surtout illégalement, a des droits qu'on doit lui accorder, indépendamment des possibilités et des volontés et des moyens du peuple d'accueil. Et tout ça est ensuite mis en œuvre par des décisions judiciaires, puisque il faut savoir que en France, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays européens, depuis 40 ans, ce n'est pas le peuple qui fait les lois sur l'immigration, ce n'est pas non plus les parlementaires, les députés, dont ce devrait être le travail. En fait, ce sont les juges, parce qu'on a une pyramide de décisions qui s'impose en cascade. Au sommet, il y a, et c'est tout près d'ici, on est passé devant tout à l'heure, juste pour faire une petite photo, la Cour européenne des droits de l'homme, qui prend des jurisprudences de manière arbitraire, puisque
ça consiste à appliquer de manière politiquement correcte des textes généraux. Des textes généraux qu'on pourrait appliquer tout à fait autrement. Je prends un exemple, la Cour européenne des droits de l'homme défend très peu la liberté d'expression. Et pourtant, parmi les droits de l'homme, dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a la liberté d'expression. Mais il suffit de dire, ouais, mais enfin là, c'est contraire à l'ordre public, donc on l'interdit, terminé. Il suffirait d'avoir une autre jurisprudence et on pourrait protéger la liberté d'expression. Mais ils jugent sous l'angle politiquement correct. Et donc, ils ont rendu des dizaines de décisions de principe favorables au droit à migrer, même et surtout illégalement. Décisions qui s'appliquent ensuite au Conseil constitutionnel, puis au Conseil d'État et à la Cour de cassation et aux tribunaux administratifs. Voilà. Et donc, c'est tout un ensemble de juges. D'ailleurs, vous avez peut-être vu une scène à Calais, quand le préfet a décidé, ou la préfète, a décidé de démanteler une partie de ce qu'on appelle la jungle. Et donc, il y a eu un recours immédiatement, alors que c'était une décision en quelque sorte d'État. Hein, il y a eu un recours. Et alors, on a vu une juge administrative défiler dans la jungle, entourée d'une forêt de caméras et de journalistes. Donc, à partir du moment où elle était entourée d'une forêt de journalistes et de caméras, on pouvait être sûr que la décision qu'elle allait rendre, elle allait être bien vue des médias. Et effectivement, elle n'a pas complètement annulé la décision du préfet. Elle a dit qu'on pouvait effectivement démanteler la zone, mais pas les lieux de vie. Et donc, il suffisait d'écrire sur un bâtiment ou une cabane lieu de vie, mosquée, pour qu'à ce moment-là, ils deviennent intouchables. Ça, c'est le pouvoir des juges. De manière totalement arbitraire. Totalement arbitraire. On vit sous un régime de coup d'État des juges. Alors, cette idéologie des droits de l'homme, cette volonté de la superclasse mondiale de procéder au grand remplacement, a beaucoup de relais en France. Les juges, je viens d'en parler. Les médias, je viens d'en parler. Le patronat, qui est dans sa logique, vous avez vu les déclarations de M. Cattaz ou de Mme Parizeau, sont dans la logique d'avoir de la main-d'œuvre pas chère, bon marché. Et puis les associations. Alors les associations, il y a toutes sortes. Il y a les associations dites antiracistes. l'ICRAM, RAP, j'hésite à le prononcer parce que ça fait mal à la gorge. l'ICRAM, RAP, SOS Racisme, c'est dur. Hein. Bon, alors tout cela, il vise à limiter la liberté d'expression. Voilà. Il s'agit de faire taire. Leur activité principale aujourd'hui à ces gens-là, c'est la censure sur Internet, la censure sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a les associations communautaristes. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CFCM, le Conseil français du culte musulman, le CRAN, ils sont toujours en l'air. Hein. À part le CFCM, c'est un peu plus rond. CRAN, Conseil représentatif des associations noires, tout ça, ils sont dans le développement non seulement de politique communautaire, bon, à la limite, mais de politique qui vise à imposer toujours plus d'immigration et toujours moins de liberté. Et puis, il y a les associations immigrationnistes qui vivent de ça, de subventions publiques. France Terre d'Asile et d'autres, Logistique, enfin j'en passe. Ce qui est d'ailleurs extraordinaire, c'est que quand une préfecture veut expulser un étranger en situation irrégulière, elle n'a pas les crédits pour se payer un avocat. Elle n'a pas toujours les moyens d'envoyer un fonctionnaire défendre son point de vue devant le juge administratif. Par contre, le clandestin, il a toujours un avocat payé par les associations, subventionné. Donc vous voyez dans quelle inversion des valeurs on se situe. Et d'ailleurs, je trouve assez curieux
ceux qui nient, en disant c'est complotiste, qu'il y ait une volonté de grand remplacement. Alors que vous voyez le patronat français ou le patronat allemand qui ont dit qu'il fallait faire venir des immigrés. Vous voyez les organisations de l'Union européenne qui disent régulièrement qu'il faut faire venir, alors sur une période un peu plus longue, 15 ou 20 millions d'immigrés. Vous voyez l'ONU qui dit que l'Europe doit s'ouvrir aux immigrés. Donc il y a bien une volonté. Ce n'est pas un fantasme de penser cela. Ce sont des déclarations officielles. Donc, il y a bien un grand remplacement, c'est un fait. Derrière ce grand remplacement, il y a des volontés économiques, politiques, idéologiques, financières. Donc, le phénomène est indéniable. Et quand un phénomène est indéniable, il faut d'abord le reconnaître si on veut le traiter. Alors, j'en reviens un peu à mon livre, Immigration, la catastrophe, que faire? Le que faire est évidemment très important. Alors, je crois que dans le que faire, il faut tout de suite écarter les faux semblants. Premier faux semblant, on va régler le problème par l'assimilation. Alors l'assimilation, c'est, on peut dire, le modèle français classique. Ça a fonctionné avec les immigrations européennes et chrétiennes. Ça a fonctionné avec l'immigration italienne, espagnole, polonaise, portugaise. Ces immigrations pouvant garder un certain attachement au pays d'origine, mais de manière totalement compatible avec une assimilation à la France. Ça ne fonctionne plus avec les migrations venues d'ailleurs, venues hors du monde européen et hors du monde chrétien. Quand je dis que ça ne fonctionne pas, il faut nuancer un peu le propos. Ça peut fonctionner pour des individus. Ça peut fonctionner pour des individus, mais manifestement, ça ne fonctionne pas pour des groupes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des individus issus de l'immigration maghrébine, musulmane, voire africaine, qui peuvent s'assimiler. Des individus, oui. Mais ça n'empêche pas que dans le même temps, il y a des communautés qui se sont constituées et qui développent leur mode de vie et qui l'affirment aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a 30 ou 40 ans. C'est l'affaire du halal, c'est l'affaire du voile, c'est l'affaire des mosquées, c'est l'affaire des cimetières, c'est l'affaire des prénoms. Les exemples se multiplient. Donc l'assimilation aujourd'hui, ça ne marche plus. En tout cas, ça ne marche plus pour les groupes. Ça peut marcher à la marge pour des individus. La deuxième erreur, c'est de dire on va régler ça par la laïcité. Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème de laïcité en France. Il y a un problème d'islamisation. Des fois, on vous dit, il y a des articles, on vous parle d'un problème religieux à l'hôpital ou à l'école. Et derrière, vous voyez une croix. C'est évident que le problème religieux à l'hôpital, ce n'est pas avec les croix. Hein. Il n'y a pas de problème religieux à l'hôpital. Il y a un problème de compatibilité entre certaines exigences musulmanes et la pratique normale dans un hôpital français. C'est ça la réalité. Et donc, quand on dit la laïcité, c'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse parce que ça ne répond pas au vrai problème. Il n'y a pas un problème avec les religions en général. Il n'y a pas de problème avec les bouddhistes. Hein? Et le Dalai Lama a d'ailleurs de très bonnes déclarations au passage. Il n'y a pas de problème avec les bouddhistes, il n'y a pas non plus de problème avec les chrétiens. Et donc, mais c'est vrai, il y a un problème dans les écoles, il y a un problème
dans les hôpitaux, il y a un problème dans les abattoirs, il y a un problème avec l'islam. Voilà, ben, il faut dire les choses. Voilà. Il faut dire les choses. Et il faut dire les choses parce qu'il y a effectivement un certain nombre de pratiques qui sont incompatibles avec notre vision du monde et nos valeurs. C'est même, alors à Béziers, je suis très content, j'ai réussi à faire applaudir une table ronde sur l'immigration assez chaude, si vous avez vu ce qu'on a dit en France, et j'ai quand même réussi à faire applaudir Valls. Pourquoi? Parce que Valls a fini par dire, je crois il y a un mois ou un mois et demi, cette parole de bon sens, qu'il aurait pu découvrir plus tôt d'ailleurs, il faudrait quand même que l'islam apporte des preuves qu'il est compatible avec la République. Je crois que c'est très difficile pour l'islam d'apporter des preuves qu'il est compatible avec la République, parce qu'il n'est pas compatible avec la République. Parce que ces lois, d'abord, ne reconnaissent pas l'égalité entre l'homme et la femme, que la loi de l'islam, c'est la charia, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec notre code civil, etc. Bon, Valls finit, je pense qu'il a dû revenir en arrière après, mais Valls a fini par se poser quand même la bonne question. Alors, les questions d'assimilation, de laïcité, ce sont des fausses réponses. C'est des réponses qu'on aurait peut-être pu tenter d'apporter il y a 30 ans, il y a 40 ans. Je pense qu'il y a 40 ans, on pouvait à la limite dire ben, pourquoi vous dites que moi j'ai écrit il y a 40 ans ou 30 ans, je ne pensais pas que ça pouvait marcher. Mais à l'époque, on pouvait se poser la question. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus se poser de la question, à moins d'être dans l'aveuglement total, quoi, la politique de l'autre. Alors, on nous parle aujourd'hui du multiculturalisme, à la sauce Juppé. Mais le multiculturalisme, ça revient à quoi? Ça revient à accepter l'affirmation des règles des minoritaires. Et donc, c'est tout à fait autre chose. Alors moi, je pense qu'il faut totalement changer de perspective, changer d'objectif, changer de paradigme. Alors quand je dis changer d'objectif, moi je pense qu'il faut prôner la remigration. Alors généralement quand vous dites cela, la remigration, les gens se disent « Ah mais c'est pas possible, c'est trop difficile », y compris des gens qui devraient penser plutôt bien, ou qui pourraient penser plutôt bien, ils disent « C'est pas possible ». Alors moi, la remigration, j'ai une comparaison avec la chope de bière. Si vous n'êtes pas buveur de bière, enfin, je sais bien qu'ici, je pense que j'ai affaire quand même à des gens sérieux, mais si vous n'êtes pas buveur de bière, qu'on vous amène une chope de 3 litres, vous êtes quand même un peu inquiet et vous vous demandez comment faire. Ben, comment faire, c'est très simple. Vous commencez à boire un petit peu et à vider un petit peu la chope. Et petit à petit, vous allez la vider. Alors la remigration, quand vous en parlez, les gens vous disent « Mais comment vous allez faire avec ceux qui ont la nationalité française et dont les parents sont là depuis un demi-siècle ?» Ce n'est pas la première question à se poser. La remigration, ça doit être progressif. Et donc, la première étape, c'est très simple. Hein. La première étape, c'est d'arrêter toute immigration nouvelle. Et si vous arrêtez toute immigration nouvelle, vous commencez déjà la remigration, puisqu'il y a quand même des départs spontanés. Et donc, si vous arrêtez toute immigration nouvelle, déjà, vous avez commencé la remigration. Ensuite, vous avez les clandestins. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont très nombreux en France. Et quand on cite les chiffres de 500 000, ce n'est absolument pas sérieux. D'ailleurs, on n'explique pas, par exemple, en Seine-Saint-Denis, l'évolution de la population scolaire n'est absolument pas corrélée avec les titres de séjour de gens séjournant en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est pas ça. Donc, la deuxième étape, c'est les clandestins. Les clandestins n'ont aucun droit au séjour. Donc,
on doit pouvoir les faire repartir. La troisième étape, c'est les délinquants. Alors ils sont peu nombreux, enfin peu nombreux. Les délinquants, enfin ils sont nombreux d'ailleurs, ils sont nombreux. Les délinquants emprisonnés sont peu nombreux, les délinquants sont nombreux. Les délinquants, il n'y a absolument aucune raison de les garder. Ensuite, vous avez quand même 4 millions d'étrangers, étrangers, qui ont des titres de séjour provisoires et qui peuvent donc ne pas être renouvelés, voire être dénoncés. Alors, une fois que vous avez fait tout ça déjà, l'arrêt des entrées, l'expulsion des clandestins, l'expulsion des délinquants, le non-renouvellement des titres de séjour, en tout cas pour tous les pays pour lesquels il y a des problèmes d'assimilation et de vivre ensemble avec leurs ressortissants. Quand vous avez fait tout ça, ben vous avez déjà vidé les 2/3 de la chambre. Alors il reste ceux qui ont la nationalité française, la moitié de la chambre. Il reste ceux qui ont la nationalité française. En même temps d'ailleurs qu'une autre nationalité. Alors, il y a deux problèmes où ils sont adaptés à la société française, ils la respectent, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ou ils ne respectent pas la vie française, les valeurs françaises, la culture française. Dans ce cas-là, ils sont dans une logique de conquête qui peut légitimer qu'en réponse à cette logique de conquête, il y ait une logique de retour au pays, parce qu'après tout, s'ils veulent vivre comme au pays, en parfait musulman, bah peut-être que ce serait mieux dans un pays musulman, par exemple. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut régler les choses progressivement, mais si on ne fait pas ça, c'est la submersion progressive. Hein, c'est d'ailleurs ce qui est quand même un petit peu en train de se faire. Alors pour faire ça, il ne faudra pas prendre des mesures techniques. Ça ne suffira pas. Le dernier ministre de l'Intérieur de Sarkozy, Guéant, là, je vais faire applaudir Guéant après avoir fait applaudir Valls, comme ça c'est bien, a essayé de prendre un certain nombre de mesures de restriction de l'immigration. Et donc, on est passé, pour faire simple, de 200 000 entrées légales à 185 000 ou 190 000 entrées légales. Alors évidemment, quand on dit ça, on sourit en disant ben, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose, mais avec les paradigmes idéologiques et juridiques actuels, c'est pratiquement impossible de faire plus. Et donc, ce qu'il faut, c'est changer les paradigmes idéologiques et changer les paradigmes juridiques. Je vais prendre quelques exemples. Ce dont les peuples européens souffrent le plus. Et je parle des peuples européens, parce que je ne crois pas que la solution d'immigration elle soit franco-française, ou germano-allemande, ou italo-italienne, pour une raison très simple, c'est que tous les pays d'Europe sont subis au même phénomène, et pour une même cause, c'est qu'ils sont tous culpabilisés. Ils sont culpabilisés. Ce qui s'est passé, c'est qu'après 1945, l'Allemagne a été culpabilisée en raison des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est tout à fait étrange, c'est que cette culpabilisation de l'Allemagne s'est ensuite étendue à tous les autres pays européens, y compris à ceux qui ont combattu l'Allemagne ou qui ont résisté à l'Allemagne. Et que cette culpabilisation fondée sur la Seconde Guerre mondiale s'est étendue à d'autres formes de culpabilisation, sur la colonisation et sur l'esclavage. Sur l'esclavage, je dirais un mot. Toutes les civilisations, beaucoup de civilisations en tout cas, ont pratiqué l'esclavage. Une seule civilisation a aboli l'esclavage, c'est la civilisation européenne.
Et il faudrait qu'on continue de nous culpabiliser avec l'esclavage. Sur la culpabilisation, vous avez cette chose extraordinaire que la Suisse, ils ont résisté pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ils ont massé des troupes à leurs frontières pour se protéger. Ils n'ont pas eu de colonie. Ils n'ont pas pratiqué l'esclavage. Ils sont quand même culpabilisés comme les copains. C'est quand même extraordinaire. Et les Européens ne s'en sortiront qu'en sortant de la culpabilisation. Voilà. C'est central. Il faut retrouver la fierté de notre civilisation. C'était la thématique du colloque de l'Iliade. Face à la déferlante migratoire, pour un réveil de la conscience européenne. J'ai eu l'occasion de prononcer un discours par vidéo à Dresde, dans le cadre d'un mouvement proche de Pegida, Forteresse Europe. Je l'ai centré sur la culpabilisation. Sortir de la culpabilisation. C'est ça qui est absolument essentiel. Tant qu'on sera dans la culpabilisation, on ne pourra rien faire. La deuxième chose qu'il faut affirmer, par rapport aux droits des individus, c'est le droit des peuples à demeurer eux-mêmes. Le droit des Français à garder leur identité nationale, à garder leur identité de civilisation. Ça, c'est la deuxième grande exigence. Bien sûr, il faut mettre en place la préférence nationale, notamment dans les domaines économiques et sociaux. Emploi, logement, aide sociale, et j'en passe. Mais il faut aller plus loin. Face au multiculturalisme qu'on nous propose, il faut mettre en place la préférence de civilisation. Ça veut dire quoi, la préférence de civilisation? Eh bien, ça veut dire qu'en matière de culture, en matière d'école, on doit privilégier notre histoire, notre passé, notre civilisation, ce qui ne veut pas dire qu'on méprise les autres, mais ça veut dire qu'on a des devoirs et qu'on doit mettre cela avant les autres. C'est ça la réponse au multiculturalisme que veut nous imposer Juppé. Entre ceux qui feignent de croire à l'assimilation et ceux qui veulent nous imposer le multiculturalisme, il y a du travail à faire. Voilà. Et tout ça ne peut se faire, tous ces changements ne peuvent se faire que sur la base d'une reconquête de la souveraineté, de la réaffirmation du pouvoir du législateur sur le pouvoir des juges, de la suprématie des lois nationales sur les lois internationales, et tout ça ne peut se faire que par le processus du référendum. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas un référendum qui permettra aux Français, peut-être aussi aux autres pays européens dans leur cadre, de se prononcer sur ce qu'ils veulent en matière de politique migratoire, eh bien, on ne pourra rien changer. Il y a quand même une certaine urgence. Il y a une certaine urgence pour une raison très simple. C'est que le corps électoral commence à se renouveler. Et d'ailleurs, si vous regardez les élections autrichiennes, le candidat écologiste n'a gagné face au candidat identitaire et populiste et conservateur du FPÖ que parce qu'entre les deux tours, bon, on a mobilisé les maisons de retraite, mais ça c'est classique, on a aussi, parce qu'on s'imagine, quand on ne connaît rien à la politique, on s'imagine qu'il n'y a qu'en Corse qu'on fraude. On fraude de Gibraltar au Cap Nord. Hein. Bon, on a mobilisé les maisons de retraite et on a mobilisé les Autrichiens d'origine turque, ou les Turcs ayant eu la nationalité autrichienne, et ça suffit à créer le petit différence. Voilà. Donc, on peut faire des choses, mais on ne peut faire des choses qu'en changeant radicalement. Si on change à la marge, on ne change rien. On ne change rien. Il faut changer les perspectives idéologiques, changer les perspectives idéologiques, les perspectives juridiques, reconquérir la souveraineté,
et rapidement. Donc on peut faire quelque chose, mais et encore une fois, j'utilise à dessein ce mot parce que c'est pas toujours compris de manière radicale. Si on fait de l'homéopathie, on disparaîtra.